Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve un petit peu dans ma pièce d'élevage, que vous souvenez, c'est ma pièce d'élevage qui me sert de chambre, ou c'est ma chambre qui me sert de pièce d'élevage, c'est un peu comme tu veux. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Tonton Snake. Cette vidéo-là a pour but de montrer un petit peu comment ça se passe l'élevage en captivité, de sensibiliser certaines personnes sur les animaux dits sauvages, mais qu'on peut avoir en captivité. Les reptiles que j'ai ici dans mon élevage sont tous nés en captivité. Il n'y a pas de prélèvement dans la nature. Et aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des installations. J'avais fait des vidéos là-dessus qui remontent à tellement longtemps que je crois que ça s'est perdu sur YouTube et que personne n'est plus au courant de rien. Donc on va remettre un petit peu les bases. Je vais vous montrer quelques espèces seulement, pas tout dans cette vidéo. Il y aura plusieurs parties sûrement. Et on va un petit peu revoir tout ça à la Tonton Snake. Je voulais te dire aussi, je vais en profiter dans cette vidéo qu'en ce moment sur la chaîne YouTube, je ne fais pas beaucoup de vues par rapport aux vidéos sur les serpents. Pourtant, vous êtes très nombreux à me demander des vidéos sur les serpents. Pas sur les lézards, pas sur autre chose, mais vraiment spécifique par rapport aux serpents. Là, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo-là. Mais après, c'est des vidéos qui ne font pas énormément de vues. Donc, je ne sais pas en fait si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content de voir ces vidéos. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. De mettre peut-être un petit pouce bleu. Voilà, en fait, moi, pour savoir si les vidéos, ça fait plaisir ou pas, je regarde le ratio de likes et je regarde au niveau des commentaires ce que vous en pensez. Et je sais que c'est assez difficile parce que la communauté silencieuse, c'est celle qui regarde les vidéos, qui ne dit jamais rien, donc on ne sait pas en fait si ça fait plaisir ou pas. Et le pire dans l'histoire, c'est que Tonton fait partie de cette communauté silencieuse. Je suis abonné à plus de 160 chaînes sur YouTube. Et sur ces 160 chaînes, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a à peu près 160, c'est très rare que je pense à mettre moi-même un like et un commentaire. Et c'est vrai que j'essaie de le faire le plus souvent possible pour aider les gens, pour aider les vidéastes. Je trouve que c'est très important. Alors dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les installations et on va voir comment est constitué un terrarium. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez normalement déjà toutes les informations en main. Je pense pas que je vais modifier quelque chose de spécial par rapport à ce que j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, il y a peut-être 2, 3 ans, voire 4 ans en arrière. Là, on va vraiment partir sur des vidéos comme à l'ancienne, que certains m'avaient demandé, mais que je ne peux pas me permettre de faire tout le temps. Mais un petit rappel ne fait pas de mal. Ce terrarium-là, par exemple, on va partir sur celui-là. Alors ça, il y a plusieurs types de terrariums. Il y a des terrariums de type arboricole, comme celui-là, ça veut dire qu'il est sur la hauteur pour les espèces arboricoles, c'est-à-dire les espèces qui vivent plus souvent au niveau des arbres. Là-dedans, nous avons des espèces plutôt du style semi-arboricole, qui se trouvent de temps en temps en hauteur, de temps en temps en bas, etc. Ce terrarium-là fait donc 1,25 m de hauteur, pratiquement 1 mètre de longueur et 60 de profondeur. Il me semble que les mesures c'était ça, oui, il fait 1,25 m ouais, de hauteur, il fait pas plus. Donc ça, comme j'avais dit, c'était pour les espèces arboricoles. Alors, certains qui connaissent pas du tout la terrariophilie disent que ce sont des cages. Non, les terrariums ne sont pas des cages. Les terrariums, c'est fait pour certaines conditions, donc c'est censé représenter plus ou moins les conditions qu'on retrouve en milieu naturel. Je fais un petit rappel que les serpents sont poikilothermes et ectothermes. Ce sont des animaux qui ont beaucoup de mal à se réguler eux-mêmes la température corporelle, la température du corps. C'est-à-dire que nous, on a une température du corps à 37,7, si je ne dis pas de bêtises. Et sur ces températures-là, pour pouvoir avoir cette température-là, notre corps utilise beaucoup de calories. Les serpents, eux, n'utilisent pas, n'ont pas de moyen de se chauffer, à part pour certaines espèces qui font certaines contractions, ils arrivent à augmenter de quelques degrés seulement la température de leur corps. Mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir trembler ou de pouvoir transpirer. L'être humain, lui, tremble quand il a froid pour essayer d'augmenter sa température corporelle et il transpire quand il a trop chaud pour essayer de dégager justement de la chaleur pour diminuer sa température corporelle. Les serpents n'ont pas la faculté de pouvoir trembler ou de pouvoir transpirer, ce qui fait que leur température dépend quasiment à 100% de leur milieu naturel. Et c'est pour ça qu'en terrarium, il y a certaines règles à respecter qui sont une obligation pour le bien-être de nos animaux.
C'est-à-dire que le terrarium doit être constitué d'un point chaud et d'un point froid, que le serpent puisse aller au point chaud ou au point froid, suivant ses besoins. Parce que s'il va trop souvent au point chaud, il va avoir trop chaud. S'il va trop souvent au point froid, il faut avoir trop froid. Il va avoir trop froid. Du coup, le terrarium doit disposer de plusieurs zones avec plusieurs températures différentes. Il doit y avoir des dégradés, des variations au niveau de la température. Et si c'est possible, faire exactement la même chose aussi au niveau de l'humidité. Alors je vais vous montrer un peu tout ça en faisant attention parce que nous sommes sur de la couleuvre asiatique, comme tu peux le voir juste là. Alors j'ai quand même pris un crochet au cas où, on va éviter la morsure même si je sais que ça buzz dans les vidéos de tonton. Voilà, nous ne sommes pas là pour nous faire mordre, nous sommes là pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors j'espère que tu vas bien m'entendre parce que du coup quand je filme dans ma chambre, je n'utilise pas de micro parce que je n'ai rien pour vraiment le poser pendant que je tiens la GoPro. Alors là, comme tu peux le voir, voilà, bon, elle reste assez cool. J'ai utilisé des éclats de coco parce que là, nous sommes sur des couleuvres asiatiques qui ont besoin de pas trop de chaleur, mais d'un certain taux au niveau de l'hygrométrie, donc de l'humidité qui se trouve dans l'air. C'est pour ça que j'ai utilisé des éclats de coco qui tiennent très bien l'humidité. Ici nous avons la coupelle d'eau pour qu'il puisse s'abreuver. Et ensuite, au niveau des températures, nous avons plusieurs sources de chaleur. Alors là, c'est une lampe qui chauffe quasiment pas, hein, pas énormément. En fait, je mets des anciennes ampoules UVB qui depuis très longtemps ne délivrent plus d'UVB. Donc au lieu de les jeter, eh ben, je les réutilise pour les serpents. Parce que les UVB ne sont pas une obligation en fin de compte pour les serpents. Donc les vieilles lampes UVB que je suis sûr que depuis le temps ne transmettent plus d'UVB, je les utilise pour les serpents parce qu'il y a toujours cet éclairage. Il y aura une partie UVB, tout ça, quand on fera une vidéo probablement sur les lézards, les varans, les iguanes, etc. Là-bas, il y a le point chaud. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu. Juste là, j'ai mis une grille. Alors, je vais essayer de te montrer sans trop réveiller les bêtes. Ici, il y a une grille en tôle perforée que j'avais fait à l'époque avec dedans un câble chauffant qui a été fixé à l'intérieur. Donc, c'est un coffrage. C'est tout simplement un coffrage que j'ai créé en tôle perforée. Donc, forcément, il ne faut pas mettre des bébés serpents qui puissent passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, comme il y a un câble chauffant, ça dégage par la tôle perforée. Ça fait un genre de radiateur, tout simplement, comme tu peux le voir. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas montré. Ça fait tout simplement l'effet radiateur. Ça émet de la chaleur sans qu'il y ait possibilité pour les animaux de pouvoir se brûler en s'y approchant de près ou en se coulissant dessus, en glissant dessus. La tôle perforée c'est galvanisé, donc en fait c'est de l'acier galvanisé, donc ça ne peut pas rouiller parce qu'avant j'étais chaudronnier métallier. À l'époque j'ai travaillé 12 ans dans la chaudronnerie. Et je travaillais beaucoup avec le galva, les tôles galvanisées, parce que je travaillais dans un réseau de ventilation, tout ça, et du coup il y avait besoin d'acier galvanisé pour pas que justement ça rouille. Alors ça peut émettre un genre de petite rouille blanche, mais ça rouille pas vraiment comme d'autres aciers. Donc là c'est très bien parce que ça fait plus de 4 ans, ça fait 5 ou 6 ans maintenant que j'ai ce système là, et comme vous voyez l'acier est en très bon état. Alors ça c'est vraiment la partie que j'ai créé moi-même au niveau du chauffage. Alors comme vous pouvez le voir, du coup on a une partie qui chauffe sur une certaine hauteur, comme vous pouvez le voir, qui part de là à là. Donc ça chauffe un peu. Après la chaleur, comme vous le savez, la chaleur monte, hein, toujours. La chaleur monte, donc il fait toujours plus de degrés. Quand on met sa main en haut, on ressent plus de chaleur que quand on met sa main tout en bas. Donc déjà il y a ce côté là où la température du bas n'est pas du tout chauffée, et du coup la chaleur en plus monte et elle est que sur un côté. Donc il y a cette partie là ici à droite du terrarium qui est très frais par rapport à la partie gauche et en haut. Donc plus on va en haut et vers la gauche, plus c'est chaud, plus on va à droite et vers le bas et plus c'est frais. Alors j'ai mis des marches droites. Pourquoi j'ai mis des marches droites? Parce que je me dis que les reptiles aiment bien aussi avoir des endroits qui sont plats. Alors j'ai quand même mis une marche là-bas et une marche ici, pour que les serpents aient aussi des zones plats et pas juste du branchage. Voilà, par contre c'est pas du tout une obligation, c'est le petit côté à tonton Snake. Alors là, comme vous pouvez le voir,
Voilà, elle est juste là. Pépère en bas du chauffage, calé sur sa marche. Et la deuxième est tout en bas au point frais. Et régulièrement, en fait, c'est surtout la nuit que ces serpents-là se déplacent. J'ai remarqué, bon, un petit peu en journée, mais c'est surtout la nuit le plus qu'elles se déplacent à l'intérieur. Donc, Ortriophis tenurus frisei et Ortriophis tenurus calicianus. Il me semble que ça a encore changé de nom il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on met plus un pied sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et qu'on s'en sent plus trop, on s'aperçoit au bout de quelques mois que nos serpents ne s'appellent plus pareil parce que de temps en temps ils changent les noms. Après, les branchasses, ce sont de vraies branches que j'ai fixées avec des vis esprits à bois. Voilà, il y a des vis à l'intérieur, il faut faire attention que ça ne dépasse pas des côtés, qu'il n'y ait pas d'endroit tranchant, que tout se passe bien parce que le serpent, comme il va glisser sur les éléments de décoration, s'il y a des endroits un peu crochus, il ne faudrait pas que votre serpent se fasse mal. Il faut vraiment penser à tout. Quand vous créez un terrarium, il faut un peu se mettre dans la place de l'animal et faire vraiment très attention à beaucoup de choses. Qu'on se dise, ouais, mais si le serpent il coulisse là, il peut s'écorcher, voilà, il faut arrondir les bords, il faut que tout soit bien lisse. Tout ça, c'est du bois flotté, donc j'ai récupéré en bord de fleuve, la Garonne, voilà. Du côté de chez moi, comme je suis de la région toulousaine, c'est la Garonne. Mais si vous avez un fleuve du côté de chez vous, il peut y avoir en bord de fleuve du bois flotté un peu partout. C'est du bois qui est qui a été travaillé par l'eau pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, voire dizaines, voire centaines d'années. Le bois a été entièrement travaillé, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'écorce sur le bois. Et du coup, il ne peut plus pourrir. Il a été travaillé par l'eau au fur et à mesure du temps. Je trouve ça super intéressant, très joli et très léger à mettre en place. Alors, de temps en temps, j'ai mis un petit peu de cordage aussi pour que ça tienne bien. Et puis, j'aimais bien ce côté esthétique de mettre un peu de corde. Pareil, des vis à bois. Et de temps en temps, il y a des écorces. Mais c'est des écorces en fait que j'ai vissées et que j'ai rajouté moi. Il y en a une là, il y en a une là aussi. Regardez, ça c'est des écorces mais qui n'appartiennent pas en fait à cette branche, pas du tout. Vous voyez d'ailleurs la branche comme elle est hyper fine par rapport à l'écorce. Mais c'est style d'avoir fixé des petites écorces un peu partout. Des lianes aussi que j'avais trouvées en nature à l'époque. Je trouvais ça assez sympa. C'est je sais pas si on appelle ça des lianes, mais on dirait, voilà, des lianes séchées. Donc on peut récupérer pas mal d'éléments de décoration en nature. Après, c'est au niveau des parasites qu'il faut faire assez attention. Il faut bien nettoyer, bien rincer à l'eau. Il y en a, ils passent un coup de chalumeau vite fait sans brûler. Mais pour vraiment enlever toutes sortes de parasites. Après, moi, je peux plonger aussi dans de l'huile de Nîmes mélangée à de l'eau. Donc, c'est un antiparasite, c'est un anti-acarien. Ça fait plein de choses vraiment très intéressantes, l'huile de Nîmes. Du coup, je l'utilise pour nettoyer les branches. Parce que je sais que ça va retirer pas mal de saloperies qui pourraient s'y trouver. Par contre, regardez pas trop les vitres parce qu'elles sont vraiment dégueulasses. C'est la chose qu'il faudrait que je nettoie le plus souvent. C'est bel et bien les vitres. Là, nous avons un terrarium de type plutôt terrestre. Alors, toujours pareil. De toute façon, que ce soit des animaux qui ont besoin de beaucoup d'humidité ou pas beaucoup d'humidité, j'utilise quasiment que des éclats et de la tourbe de coco. Parce que j'ai essayé vraiment, je crois, tous les substrats possibles et inimaginables. J'ai essayé le snake bedding qui est génial. J'ai essayé vraiment des genres de copeaux pour les rongeurs. J'ai essayé des écorces de différents bois. J'ai essayé pas mal de substrats absorbants aussi. Et je me suis rendu compte que les éclats de coco, pour moi, étaient le mieux pour pouvoir amasser les excréments, pour pouvoir bien nettoyer. C'est très absorbant. Quand on vaporise, ça tient super bien l'humidité, ce qui fait que nos animaux derrière, en période de mue, il y a moyen de maintenir une certaine humidité et avoir de très belles mues. J'ai remarqué qu'en fait, j'avais vraiment plus aucun problème de mue chez mes serpents depuis que j'utilisais des éclats de coco, que ce soit pour les pitons, les morélias, les couleuvres asiatiques, etc. Et après, de toute façon, même si les serpents ne demandent pas d'humidité, il suffit de ne pas humidifier les éclats de coco et tout est très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai eu aucun problème aussi d'occlusion intestinale. J'ai beaucoup de serpents qui mangent directement en terrarium et je ne rencontre aucun problème. Je surveille juste qu'il n'y ait pas des grosses écorces comme celle-là par exemple qui se fout dans la gueule. Mais je n'ai jamais eu aucun problème au niveau des éclats de coco qui est en plus un substrat qui coûte vraiment 3 fois rien, qu'on peut retrouver dans pas mal de magasins pour des prix totalement dérisoires.
Les tapis chauffants, ils se trouvent juste en dessous du substrat, ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un tapis chauffant de ce côté-là, côté droit. Donc à droite, tapis chauffant, à gauche, pas de tapis chauffant. Le bac d'eau, je le mets toujours à la partie froide du terrarium pour éviter les proliférations de bactéries. Bon, l'eau doit être changée tous les jours ou tous les 2 jours, mais le mieux c'est quand même de changer l'eau tous les jours et de ne pas poser la coupelle d'eau directement sur le point chaud pour pas développer beaucoup plus rapidement les bactéries. Et là, le tapis chauffant est protégé par une plaque de plexi et scotché avec du scotch aluminium en bas du terrarium. Tous mes terrariums ont été carrelés parce que j'ai tout fabriqué moi-même. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est du carrelage. Voilà. J'ai tout carrelé, tout le sol a été carrelé. Pourquoi j'ai carrelé? Alors, c'est pas du tout une obligation, on pouvait utiliser plein d'autres choses pour pas carreler. Alors, carreler me permet de réduire déjà d'une part le bois. Ça veut dire que sur le long terme, le bois peut travailler. Mais avec du carrelage, le bois reste fixe, il ne travaillera pas. D'une autre part, pour le nettoyage, plusieurs fois par an, je procède à un énorme gros nettoyage. Ça veut dire que je retire tous les éléments de décoration, tout le substrat, tout. Et au moins avec du vinaigre blanc et en frottant avec une bonne éponge, il y a moyen de très bien nettoyer étant donné que c'est carrelé. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Un autre point aussi, c'est quand on renverse le bac d'eau. Si malheureusement tu renverses ton bac d'eau, avec du carrelage, c'est beaucoup mieux que si c'était à même le bois. Après, le gros défaut du carrelage, forcément, c'est le poids. Ça me fait des installations qui doivent peser, mais vraiment très lourd. Ça, c'est de la couleuvre asiatique de compète. Comportement vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un petit pipi ou un petit caca juste ici qu'il va falloir que je nettoie. Et comme vous pouvez le voir au niveau du comportement, c'est toujours très curieux, toujours en train de venir et à l'affût pour chasser. Alors, c'est très mordeur, hein. C'est vraiment une espèce qui n'hésite pas à mordre en cas de souci. Alors ça, c'est la femelle. Vendredi prochain, je vous propose une vidéo nourrissage de serpents. Donc vous la verrez, mangez si vous le voulez. Alors ce qui est bien avec les couleuvres asiatiques, c'est que c'est un comportement vraiment très vif. Elles ont tendance, en général, malgré quasiment toutes les espèces de couleuvres asiatiques, c'est comme ça. C'est une très bonne vue, ça se déplace très rapidement, c'est très bon mangeur. Si vous voulez faire de la terrario et que vous voulez une espèce un peu plus vif et un peu moins conseillée aux débutants, c'est un très bon candidat pour faire une transition avec des serpents plus compliqués et les serpents qui sont très simples d'élevage. Franchement, des espèces comme celle-là, c'est vraiment super sympa pour faire une transition. Alors quand c'est les cadenas comme ça, faites très attention quand même de bien refermer, que tout soit bien à ce niveau-là. Parce que s'il y a 1 cm, un Antaresia adulte maculosa comme celui-là peut largement passer s'il y a 1 cm d'un côté. Et ça va très vite. Il suffit qu'il y ait un petit copeau qui est bloqué dans le rail, que vous fermez la vitre et que ça tape dans le copeau, vous n'allez pas vous en apercevoir. Vous fermez à clé, mais en fait il y a 1 cm de jeu. Faites très attention à ça. J'ai déjà eu pas mal de retours avec des gens qui ont perdu leur serpent. Et ça ne devrait pas arriver. Donc les aérations, le serpent ne doit pas passer. Les aérations que j'ai par exemple ici, il y a une grille de l'autre côté qui fait que le serpent ne peut pas passer quand même. Et après j'ai rajouté ça pour le côté un peu plus esthétique. Et les rails, faites toujours très attention. Fermeture obligatoire parce qu'un serpent ça peut faire coulisser les vitres très facilement. Donc ça c'est obligatoire. Et si vous ne mettez pas ça, je vous montre par exemple par rapport à ce terrarium là. Hop, on le met là. On le fait glisser et la vitre, ça bloque. On peut retrouver aussi en terrariophilie en France le système de rack d'élevage. Il y en a ils sont pour, il y en a ils sont contre. Moi personnellement je suis pour que uniquement pour certaines raisons. Sinon je suis assez contre ce système. J'ai changé, mais j'ai changé totalement d'optique ces dernières années. Et c'est vrai que je ne conçois plus trop la terrariophilie avec des racks d'élevage. C'est vraiment pas mon truc, même si je le fais, je vais vous expliquer les raisons. Alors les racks d'élevage, ça se passe comme ça. C'est tout simplement un bac qui sert de terrarium.
Il y a des bons côtés, il y a de très mauvais côtés aussi. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Le bon côté, ça veut dire que ça va permettre à éviter le stress chez les reptiles, chez les serpents en général. Ça veut dire que, mettons le Python Rhésus, ça m'est arrivé d'en avoir qui ne voulaient pas manger en terrarium et qui mangeaient très bien sans aucun problème en rack. Tout dépend de l'aménagement de votre rack, tout dépendra de l'aménagement de votre terrarium. Il y a des terrariums qui sont très mal aménagés et qui vont générer du stress chez vos animaux. Et du coup, les racks, ils se sentiront un peu plus confinés et peut-être un peu plus en sécurité. Ça dépend du mode de vie de votre animal aussi. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans un rack d'élevage, bien évidemment. Là, je l'ai fait, par exemple, je vais vous montrer pour le bois des sables. Alors pourquoi? Parce que le rack que vous voyez là fait 50 cm de longueur. Non, je dis des bêtises. Il fait 45 cm de longueur par 70, il me semble. Ce rack d'élevage fait 70 de longueur par 45 de profondeur. Et ça, c'est très intéressant pour les rixes qui se trouvent juste là, par exemple, parce que ça fait un grand environnement, l'air de rien, pour un petit bois des sables ou pour des serpents juvéniles. Les racks d'élevage sont vraiment très intéressants. Après, pour les serpents adultes, suivant les espèces, c'est quand même beaucoup mieux de les mettre en terrarium. Et ceux qui disent « Ouais, mais mon serpent, il stresse en terrarium, il mange mieux en rack », peut-être que votre terrarium n'est pas assez aménagé. Il ne faut pas oublier que dans la nature, l'espace n'est pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un bébé Python Rhésus dans un immense terrarium sans qu'il y ait de problème. Mais tout dépendra de votre façon d'aménager le terrarium, de toutes les cachettes qu'il pourrait y avoir dans votre terrarium, de toute la structure de votre terrarium, tout simplement. Donc l'excuse de dire mon serpent se trouve dans un endroit trop grand et c'est pour ça qu'il stresse, c'est pas vrai. Parce que la nature, comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un espace pas du tout limité. Pourtant les animaux ils s'en sortent très bien. Alors, je vois pas pourquoi en captivité ça serait pas la même chose. Mais tout, vraiment tout, et j'insiste là-dessus, va se jouer sur l'aménagement. Bon là j'ai fait un rack d'élevage vachement grand. Il y a du sable du coup et des écorces en cachette. Et comme vous le voyez, il ne se cache pas du coup dans le sable, mais plutôt, voilà, vous l'avez vu un petit peu, dans les écorces. Alors ce côté-là, rack d'élevage est très intéressant. Et aussi pour les serpents juvéniles, c'est beaucoup mieux quand vous avez une portée de 10, 15, 20 serpents. Les mettre dans des petits racks d'élevage bien aménagés, le temps de les revendre, le temps qu'ils grandissent un petit peu, d'augmenter la croissance, de les nourrir correctement, de leur proposer un habitat plus sain, peut-être plus propre. C'est vrai que le côté rack d'élevage est très très pratique. Après que c'est pour les professionnels, c'est beaucoup plus normal de voir ça parce que forcément ils élèvent en grande quantité pour pouvoir revendre. Mais par contre en captivité chez nous, franchement, valorisez quand même les terrariums. Après, il y a quand même le point chaud et le point froid. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça une fois à nouveau. Ça, c'est le point chaud. Là, j'ai mis du scotch aluminium parce que c'était un peu trop gros comme c'était perforé la tôle par rapport au boa qui aurait pu passer et se blesser. Ça, c'est vraiment la partie chaud. Et après, la partie frais est beaucoup plus vers ici avec le bac d'eau. Je rappelle que l'eau est changée tous les jours. On va finir cette vidéo par ce terrarium que j'apprécie vraiment beaucoup avec un serpent de Taticeli, donc l'Antaresia maculosa femelle. Je compte plus le nombre de fois que je me suis fait mordre par elle. C'est vraiment une saloperie. Mais alors qu'est-ce qu'on l'apprécie avec Célie. Son terrarium a été vraiment tout réaménagé il y a quelques temps maintenant, l'air de rien. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça pour finir, pour clôturer cette première vidéo. Et après, on se retrouve avec des vidéos bonus ce week-end-là. Mercredi à 14 h, il y a les vidéos spéciales sur l'élevage de fourmis. Et vendredi prochain, on réattaque vidéo reptile à 20 h. Donc la suite de cette vidéo sera vendredi prochain par rapport au nourrissage des serpents. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va ouvrir. On va faire assez attention parce que elle n'hésitera pas à venir mordre en imaginant que c'est une proie ou pas justement. Alors elle arrive petit à petit. Et là nous sommes sur un tout petit peu d'éclat de coco, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout pas mal de tourbes de coco en substrat, des gros troncs comme celui-là avec encore des écorces et tout dessus, vraiment magnifique. Donc c'est pas du bois flotté celui-là, c'est un morceau de chêne liège. Ici nous avons par contre des branches de bois flotté ici et là, la coupelle d'eau au point froid et le tapis chauffant au point chaud. Des très grosses pierres que j'ai beaucoup aimées, que j'avais récupérées chez mes parents il y a pas mal de temps. Et ici des petits morceaux de pommes de pin,
trouvais ça assez sympa de mettre quelques écorces et des petites pommes de pin. Et des fausses plantes. Par contre, tous les terrariums qu'il y a actuellement dans ma chambre, ce sont des fausses plantes. Parce que je n'ai pas encore trouvé de plantes qui s'adapteraient bien avec des serpents de cette taille-là. Parce que les serpents ne vont pas hésiter à tout retourner. Donc les vraies plantes vont avoir du mal à survivre dans un terrarium comme celui-là. Ça, c'est du python australien, je le rappelle, mais j'avais fait déjà beaucoup de vidéos sur le sujet. Et je t'invite tous les jeudis, il y a Juste Célie, la chaîne YouTube Juste Célie, donc c'est ma petite chérie, qui vous propose tous les jeudis matin une vidéo spéciale sur les reptiles. Donc là, elle va vraiment présenter les reptiles qu'elle a à elle. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de passer sur sa chaîne si tu veux en savoir plus sur les Antaresia par exemple, ou les Tilica, etc. etc. Petite question du jour, ça fait longtemps, de temps en temps je la poste, de temps en temps je la poste pas, ça va être très court, ne vous inquiétez pas. J'aimerais tout simplement savoir, voilà, tonton il voyage pas vraiment, de temps en temps il va en Espagne, de temps en temps je vais un petit peu partout dans le sud de la France où je remonte un petit peu, mais sans plus. Par contre, j'aimerais savoir si vous voyagez ou si vous vous déplacez un minimum, quelle est la première chose que vous faites? Moi personnellement, c'est peut-être nul à dire, mais quand je vais quelque part, qui est un petit peu éloigné de chez moi, la première chose que je fais quand je suis arrêté, c'est de soulever quelques cailloux et de voir les animaux qu'on peut y trouver. Donc j'aimerais savoir directement en commentaire la première chose que vous faites quand vous partez dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Est-ce que tu vas manger un burger dans un restaurant ? Est-ce que tu vas plutôt te balader, t'es plutôt nature? Est-ce que tu vas chercher à voir ce qu'il y a dans la région, au niveau des musées, tout ça? J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire. Et moi, comme je te l'ai dit, moi, c'est soulever des cailloux pour savoir s'il n'y a pas une petite créature un petit peu spéciale. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le mieux pour soutenir un vidéaste sur YouTube, c'est tout simplement de regarder ces vidéos. Donc je t'en mets deux juste là, en espérant que ça te fasse plaisir.